Salut à tous, c'est FX de Cachem. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons installer un nouveau NAS. Il s'agit du QNAP TS251D. Tout d'abord, nous découvrirons le boîtier dans le détail, puis nous installerons les disques durs, on le branchera sur le réseau et enfin nous le paramétrerons depuis un ordinateur. Ce que je vous propose en fait, c'est un pas à pas simple, complet, pour installer un NAS QNAP. Voici donc le nouveau NAS QNAP TS251D. C'est un boîtier 2 baies, c'est-à-dire qu'on peut installer 2 disques durs jusqu'à 14 Tera chacun. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur du carton ? Nous avons le NAS TS251D en lui-même, l'alimentation du boîtier, un câble réseau RJ45, un guide d'installation rapide, une petite notice sur les garanties, une documentation expliquant la garantie de 5 ans, et enfin des vis pour brancher disque dur ou les SSD. Passons maintenant à l'installation des disques durs. J'ai pris 2 disques durs WD-RAID 4 Tera que je vais installer donc dans le NAS TS251D. Pour l'installation, c'est assez simple. On enlève les petites baguettes sur les côtés. On positionne le disque dur en le calant bien au fond. Et on remet en appuyant fermement sur les côtés les petites baguettes. Voilà, les disques durs sont maintenant sur les racks. Nous allons les mettre dans le NAS. On présente le disque dur en face avec la petite accroche ici de système de fixation. Je pousse. Il est fixé. Je passe au deuxième. Je pousse. Voilà. Les disques durs sont bien ancrés. Je peux remettre le cache devant. Et si je veux, ce cache, je peux le verrouiller. Voilà. Maintenant, passons à l'installation sur la box. Nous voici devant la box. À l'arrière, il va falloir trouver un emplacement de libre. Ici, nous avons l'emplacement numéro 3. On branche le câble réseau à une extrémité, l'autre partie à l'arrière du NAS. Après avoir branché l'alimentation sur une prise électrique, il faut la brancher à l'arrière du NAS. Je positionne le boîtier sur son emplacement définitif et maintenant je peux le démarrer. Voilà, nous avons entendu les 2 bips consécutifs. Le NAS est maintenant démarré. On va commencer la configuration sur un ordinateur. Après avoir installé les disques durs, branché le NAS sur le réseau, sur la box, et démarrer le tout, je vous propose d'aller sur un ordinateur et d'installer le TS251D. Alors, nous allons découvrir ensemble QTS. Qu'est-ce que c'est ? C'est le système complet de QNAP.
Cela comprend le système d'exploitation optimisé pour les NAS, une interface graphique web et de nombreuses applications. Pour initialiser et installer un NAS, il y a plusieurs solutions. La première, c'est de passer par le navigateur et de taper install.qnap.com. Le navigateur va rechercher avec une page tous les périphériques ou NAS présents sur votre réseau, les NAS QNAP, et ensuite on peut cliquer directement sur le bouton initialiser. Une autre solution, c'est de passer par l'outil QFinder Pro. On peut cliquer sur le lien ici par exemple. C'est une application qui va s'exécuter sur votre ordinateur et qui aura pour rôle en fait de scanner le réseau à la recherche du NAS. Parfois, il vaut mieux utiliser cet outil-là plutôt que le navigateur. Il peut y avoir quelques soucis avec le navigateur, donc je recommande vivement d'utiliser cette application. Voilà, hop, je l'ai ici. On peut voir le NAS, il a été découvert. L'autre solution, c'est de passer effectivement par le cloud, donc avec le QR code qui est sur le côté, l'étiquette sur le côté du NAS, ou enfin de brancher le NAS avec une sortie HDMI sur votre télé ou sur un autre moniteur. Donc là, on peut cliquer soit sur le bouton initialiser. Si j'utilise QFinder Pro, je double-clique dessus. Et donc, je clique sur le bouton démarrer l'installation. Ici, j'ai le nom de mon NAS que je peux changer. Donc, je vais mettre par exemple NAS KHM. Attention, il ne faut pas mettre d'espace. Ensuite, je vais mettre un mot de passe assez fort. Et je clique sur le bouton suivant. Là, je laisse la synchronisation automatique de l'horloge de mon NAS. Je clique sur suivant. Automatiquement, grâce au DHCP, le NAS se voit attribuer une adresse IP. Pour le moment, je ne touche à rien. Suivant. Ici, je vais sélectionner les services de transfert de fichiers que je vais utiliser. Donc, par défaut, il sélectionne Windows et Mac. Si vous n'avez pas de produit Apple, vous pouvez décocher cette case. Pareil, si vous avez des appareils Linux, il pourra être intéressant effectivement de cocher celle-ci. On va cliquer sur suivant, on va laisser par défaut. On a un récapitulatif des différents paramètres que nous venons de mettre et on appuie sur le bouton appliquer. Par défaut, on vous informe que l'initialisation du système va effacer les données des disques durs. On clique sur OK. Et maintenant, nous patientons. Cette phase peut être un petit peu longue. Voilà, c'est maintenant terminé. On peut cliquer sur le bouton pour accéder au NAS. Donc là, on ressaisit les éléments que nous avons paramétrés tout à l'heure. Donc l'identifiant, c'est admin. Le mot de passe que vous avez défini. Et on clique sur le bouton se connecter. Non, je n'enregistre pas mon mot de passe. Petite information sur la confidentialité des données. Je continue. Je lis bien sûr. Hop, et je continue. L'interface QTS se charge. Donc là, on va avoir un petit guide qui va nous faire découvrir l'interface. Donc le bouton menu en haut à gauche. On clique sur le bouton de gauche sur la souris. On nous explique où se trouve le panneau de contrôle, l'App Center pour pouvoir télécharger
et installer des applications sur le NAS. En haut à droite, les paramètres du compte sur lequel je suis connecté. Et alors là, on a plusieurs petites boîtes de dialogue qui s'ouvrent. Alors la première, c'est pour mettre à jour le NAS avec la dernière version du logiciel interne. Alors je vais le fermer pour le moment parce que c'est pas l'objectif, même si on pourra le faire ensemble tout à l'heure. Je vais le fermer. Là, on accepte ou non que QNAP collecte des données, alors certes anonymes, sur l'usage du NAS. Par défaut, je réponds non. Ensuite, voilà, on arrive sur le stockage et donc la création de notre volume. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que le graphique, même s'il semble très succinct, nous montre bien le fonctionnement, c'est-à-dire que nous avons les disques ou SSD au plus bas niveau. Ensuite, on va se retrouver donc avec ce qu'on appelle un storage pool. C'est là où on va déterminer quel type de RAID on va constituer, si on va constituer par exemple plusieurs RAID ou non avec les disques présents dans le NAS. Et enfin, on va avoir sur le niveau au-dessus, le niveau supérieur, vraiment les volumes, le ou les volumes basés sur le storage pool où on va avoir nos différents RAID. Alors ça peut paraître très compliqué comme ça, on va aller au plus simple, donc on va cliquer sur le bouton suivant. Là pareil, on va avoir vraiment une explication de comment fonctionne le système. On va passer, on nous explique encore une autre information, c'est sur les snapshots ou appelés également clichés ce sont des images en fait du volume, hein, des images qui peuvent être faites de manière automatique et régulière et où il sera possible de revenir en arrière si besoin. On clique sur le bouton suivant, on nous explique comment peut fonctionner une sauvegarde. Nous, on va soit terminer, soit créer un premier pool de stockage. Donc on va cliquer sur créer un nouveau pool de stockage. Et donc là, on va nous poser différentes questions. Alors, est-ce qu'on souhaite déjà utiliser le QTIER et donc la hiérarchisation automatique de l'espace de stockage? Par défaut, on va laisser la case décochée, on va appuyer sur le bouton suivant. On arrive sur la sélection des disques durs. Donc dans mon cas, je veux mettre en place un RAID 1, donc je vais choisir mes deux disques durs. Donc je sélectionne le disque 1 et le disque 2. Je choisis le type de RAID que je souhaite faire. Donc par défaut, il a sélectionné celui-ci avec la meilleure sécurité. Et enfin, je clique sur le bouton suivant. On peut déterminer sur les NAS QNAP un seuil d'alerte. C'est-à-dire qu'on va avoir des notifications, des alertes dès qu'on va atteindre une certaine capacité. Donc là, par défaut, c'est réglé à 80%. Vous pouvez désactiver ce seuil d'alerte, vous pouvez le modifier. Moi, je vais le passer à 90% parce que ça me semble largement suffisant. Et je clique sur le bouton suivant. Récapitulatif de ce qu'on souhaite faire. Pour le moment, rien n'a été fait. On peut revenir en arrière. Et je peux cliquer aussi pour valider sur le bouton Créer. On me signale que toutes les données des disques durs vont être complètement effacées. Je continue. On attend quelques instants que le pool de stockage, donc le RAID, se constitue. Voilà, donc notre premier pool de stockage a été créé. Donc nous avons généré notre RAID. Pourtant, aucun volume n'est pour le moment créé. Donc par défaut, l'interface d'administration nous propose donc de créer un nouveau volume. Donc le volume, c'est quoi? Ça va être le formatage d'un espace réservé sur le pool de stockage où on pourra mettre nos dossiers et nos fichiers. Donc on va cliquer sur Nouveau volume. Plusieurs possibilités s'offrent à nous également ici. On peut décider donc soit de faire un volume statique avec une petite explication au-dessous sur ce que ça va nous faire. Avec comment ça va être constitué, quelles seront les possibilités offertes par l'interface si on choisit un volume statique avec différentes informations. On peut créer aussi un volume lourd, pareil, quels sont les avantages, et enfin le volume léger. Alors moi j'ai une petite préférence pour le volume lourd, et je clique sur le bouton suivant. Là,
on va créer notre volume 1, donc je vais l'appeler volume 1, et on va déterminer l'espace de stockage utilisé sur le pool de stockage. Donc moi par défaut, je ne vais pas créer plusieurs volumes, donc je vais définir au max, et par défaut, il prendra la totalité de l'espace sur mes disques durs. Je laisse les autres informations par défaut. Attention, pour les plus experts, vous avez les paramètres avancés ici. Il est encore possible de gérer un seuil d'alerte, non pas au niveau du pool, mais au niveau du volume. On va remettre la même chose. Et on clique sur suivant et terminé. On patiente quelques secondes. Là, c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, le volume est en train de s'initialiser. Pendant ce temps-là, on peut déjà utiliser l'interface d'administration et continuer la configuration de son NAS. Donc je clique sur le petit bouton, sur le menu en haut, et je vais aller dans le panneau de contrôle. Donc dans le panneau de contrôle, nous avons un bandeau en haut qui va contenir différentes informations, notamment le nom du NAS, la version du logiciel interne, son numéro de série bien sûr, le processeur à l'intérieur et la mémoire. Alors, je vous laisserai découvrir les différents menus puisqu'ils sont nombreux et je vais plutôt vous montrer donc ce que je fais par défaut lorsque j'installe un nouveau NAS. Donc, on peut créer soit un utilisateur en premier, soit un dossier, c'est vraiment au choix, à savoir que le dossier, la création d'un dossier partagé ne peut être faite, cette création, que lorsque le volume a terminé. Donc là, je vois qu'il y a déjà 3 dossiers qui ont été créés. Donc ce sont des dossiers dits système créés par le NAS. Il y a de fortes chances que le volume, voilà, soit en cours. Il n'a pas encore tout à fait terminé. Alors à moins que ce soit un problème de rafraîchissement. Hop, il a l'air. Oui, voilà, c'est un problème de rafraîchissement. Il est désormais prêt. Donc là, on peut utiliser le volume et créer donc un premier dossier partagé. Donc ce dossier, on va l'appeler document. Voilà, on pourra y ranger différents documents, fiches de paye, des scans, des documents Word, des PowerPoint, tout ce qu'on veut. On peut mettre un commentaire du dossier. On choisit le volume, donc là on n'a qu'un seul volume, donc il a été sélectionné par défaut. On peut spécifier plein d'autres choses, c'est vraiment très très puissant. Donc je n'irai pas dans le détail et on va aller par défaut créer ce premier dossier. Ok. On patiente. Voilà, le dossier a été créé, notre premier dossier. On va créer également un utilisateur. Donc, créer un utilisateur. Là, on va l'appeler par exemple Kachem. On va lui donner un mot de passe. Hop, voilà. On peut renseigner d'autres informations si on le souhaite. Là, on peut le changer de groupe d'utilisateurs. On peut lui donner des permissions spécifiques ici. Alors, hop, par exemple, on peut lui donner les droits RW, donc Read and Write, donc les droits de lecture et écriture sur ce dossier-là. Celui-ci, effectivement, refuser l'accès, par défaut, refuser l'accès, et le dossier public juste en lecture. On pourra faire la même chose pour les applications, si on souhaite que l'utilisateur ait accès à des applications plutôt dans son usage et pas à d'autres. Par exemple, si je ne veux pas que cet utilisateur utilise QSync, c'est un logiciel de synchronisation, et le WebDAV, je peux les décocher ici. Et je peux faire créer mon utilisateur. Ça prend quelques secondes. Voilà. La gestion des droits des utilisateurs peut donc se gérer au niveau de l'utilisateur, comme on vient de le voir. Hein. Une fois la création faite, on peut bien sûr modifier ces voilà, les permissions des dossiers qu'on retrouve là. Mais aussi au niveau des dossiers en eux-mêmes, c'est-à-dire que je peux gérer ici les permissions
de ce dossier et à qui je vais donner les droits, et je peux encore les changer. Je vous ai dit qu'il était possible de commencer à utiliser le NAS pendant la phase de création du volume. Toutefois, comme on peut le voir si on clique en haut sur les tâches en cours, on peut se rendre compte qu'il y a actuellement une synchronisation. Alors, cette synchronisation en fait va tester minutieusement chaque disque présent dans le NAS. C'est une étape importante qu'il faut laisser se réaliser jusqu'au bout. Pendant cette phase, le NAS peut être ralenti, peut être moins réactif depuis l'interface, mais aussi dans les transferts. Cette phase de synchronisation, il ne faut surtout pas l'arrêter. Donc, ne redémarrez pas le NAS ou ne l'arrêtez pas, sinon la conséquence, ça serait une obligation de recommencer cette phase de synchronisation. Et dans mon cas, par exemple, la synchronisation de 2 disques durs de 4 Tera, cette opération prend environ 7 à 8 heures. Donc c'est extrêmement lent. Je vous propose maintenant de découvrir une application qui est livrée dès l'installation avec QTS, c'est FileStation. FileStation va nous permettre de parcourir nos volumes présents donc, sur les disques durs. Donc là, nous avons le volume 1 que nous avons renommé tout à l'heure. Dans ce volume 1, nous retrouvons donc nos différents dossiers. Dans ces dossiers, donc, on peut y déposer par exemple des fichiers. Donc on peut déposer des fichiers unitairement, c'est-à-dire en faisant un glisser-déposer depuis notre bureau. Par défaut, il nous propose de renommer s'il trouve un fichier doublon, et donc de garder les deux, soit d'ignorer le nouveau fichier au profit de celui-ci qui était existant, soit d'écraser, c'est-à-dire que le nouveau fichier va écraser le précédent fichier. Donc on va dire ignorer, on dépose, ok. Donc là, mon fichier a été déposé, il est maintenant sur le NAS. Il est possible de faire la même chose avec d'autres fichiers. Et il est possible également de déplacer tout un dossier, à condition d'avoir Google Chrome. Cette fonction est malheureusement indisponible pour mon navigateur. Ok. Maintenant, si je supprime un fichier, donc clic droit sur le fichier, supprimer le fichier, on voit qu'il va nous laisser le choix soit de le déplacer dans la corbeille, soit de l'effacer définitivement. Donc on va choisir déplacer dans le dossier corbeille. On va dans le dossier corbeille et donc on retrouve notre fichier. On peut le reprendre et le glisser comme si de rien n'était. Alors, lorsque j'ai fait le clic droit, on a vu qu'il y avait différentes fonctions. Donc le tri, bien sûr, que l'on peut faire donc, sur la vue que nous avons actuellement. On a la possibilité de créer un dossier, mais aussi directement de commencer à créer des fichiers bureautiques, Word, Excel et PowerPoint. On va bien sûr pouvoir faire des copier-coller, également ouvrir des fichiers. On va pouvoir les renommer, les supprimer comme on vient de faire un coupé, bien sûr le chiffrer, le compresser, etc. etc. Hop. Faisons la création d'un dossier. Vous voyez, c'est très simple. Et maintenant, si je veux déplacer 2 fichiers dans ce dossier, je les sélectionne en les cochant, ou j'en prends uniquement un, et je le déplace comme ça. Je choisis donc la fonction que je souhaite mettre en place, c'est-à-dire si je fais un copier-ignorer, copier-écraser, toujours s'il y a déjà un fichier présent dans le dossier de destination, déplacer-ignorer, déplacer-écraser. C'est vrai que la première fois, enfin en tout cas les premières fois, ça peut paraître un petit peu rébarbatif, mais on s'y fait très très vite et il est très facile ensuite de déplacer des fichiers en gardant plus ou moins toujours
le même mode de fonctionnement. Et pareil, pour un dossier, si je fais un clic droit dessus, je vais avoir un certain nombre d'options. Voilà ce qu'on peut dire rapidement sur FileStation. Maintenant, je vous propose de découvrir l'App Center. Alors, l'App Center, c'est quoi? C'est un peu comme le Play Store sur Android ou l'App Store sur les iPhones. C'est un centre de paquets qu'il est possible donc d'installer, des applications qu'on va pouvoir installer pour ajouter des fonctionnalités au NAS. Donc, là, par exemple, on va avoir toutes les applications qui nécessitent d'être mises à jour. Et là, on retrouve donc les différentes applications qui sont déjà préinstallées par le système. Donc, si on regarde toutes les applications, donc il y en a plusieurs dizaines, voire centaines, des applications qui vont permettre de faire du téléchargement, des applications qui vont vous permettre de diffuser du contenu, des vidéos, des photos sur votre téléviseur, des applications de virtualisation, voilà, une quantité assez impressionnante d'applications. Donc, on va toujours à gauche retrouver QTS Essentials. Donc là, c'est les applications qui ont été développées par QNAP. Donc là, on va en ajouter une, par exemple, PhotoStation. Je clique sur le bouton Installer. On patiente. Téléchargement. Et installation sur le NAS. Une fois que l'installation est terminée, alors là, petite, il n'y a rien à voir avec l'installation. Hop, le petit rappel qu'il faut mettre à jour le logiciel interne du NAS. Donc par défaut, l'application est installée, donc on va la retrouver normalement ici, PhotoStation, voilà, et là. Et automatiquement, le système nous met un raccourci sur le bureau. Alors, si on ne veut pas le raccourci, on peut supprimer sur le bureau. Ça ne l'enlève pas du NAS. L'application est donc toujours ici. On peut cliquer dessus pour la lancer. Alors, si je veux désinstaller une application, il suffit donc, je retourne donc, par exemple sur mes applications, je cherche l'application que je souhaite désinstaller, je la sélectionne. Et là, au lieu de ouvrir, je clique sur la petite flèche qui va vers le bas et je fais supprimer. Alors, pour terminer rapidement sur l'interface d'administration QTS, donc le bouton rechercher, c'est si je veux, par exemple, je ne retrouve plus une fonction dans les menus, dans le panneau de configuration. Si je veux, par exemple, créer un utilisateur, je tape utilisateur. Et je vais avoir un raccourci direct ici. Voilà. Ensuite, la gestion et contrôle du volume, la gestion des tâches, on l'a vu tout à l'heure. Un petit bouton d'information, c'est toutes les notifications que j'ai pu louper. Et donc là, je peux les effacer si je veux. Le profil administrateur, donc là, le profil de l'utilisateur plutôt qui est en train d'utiliser le NAS, donc moi en l'occurrence. Et je peux faire différentes modifications. Changer mon papier peint, activer la vérification en 2 étapes, changer le mot de passe et ainsi de suite. À droite, le changement de la langue, plusieurs préférences qui sont liées au bureau, avec une gestion par onglet, par fenêtre ou sans bord. Le tableau de bord où je vais retrouver un ensemble d'informations liées à l'activité de mon NAS actuel, utilisation du processeur par exemple qui peut être important, ou de la mémoire. La corbeille qu'on va retrouver ici, donc là c'est la corbeille, c'est un raccourci pour aller voir la corbeille de tous les dossiers présents sur le NAS. Et enfin, un petit robot qui va nous aider dans différentes fonctions d'optimisation du NAS. Par exemple, optimiser la mémoire ou nettoyer les fichiers qui ne sont pas nécessaires. Ça peut être des fichiers log, ce genre de choses. Et donc, on retrouve encore un peu plus à droite les applications, les principales applications qui fonctionnent. Voilà ce qu'on peut dire rapidement pour QTS et son interface d'administration. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'accéder au NAS depuis l'explorateur Windows et depuis un Mac avec le Finder.
Nous voici donc sur un ordinateur Windows 10. Il faut que celui-ci soit connecté au réseau. Pour parcourir notre NAS, on va passer par exemple par l'explorateur du fichier. Donc on le lance. Ensuite, on va directement sur le menu de gauche sur Réseau. On clique dessus. Là, vous avez peut-être comme moi un message d'information. Alors, rien de grave. Vous cliquez sur OK. Ensuite, vous avez ce petit bandeau jaune ici. On clique dessus, clic gauche, classique, et on sélectionne activer la découverte de réseau et le partage de fichiers. Donc là, l'ordinateur va rescanner, reparcourir tout le réseau et donc va trouver différents éléments. Celui-ci qui va nous intéresser, c'est le premier. On double-clique dessus. À ce moment, il nous demande donc notre identifiant et le mot de passe. Donc je tape l'identifiant et le mot de passe que j'ai paramétré tout à l'heure. Et voilà. Donc nous arrivons sur le NAS et on retrouve nos différents dossiers. Alors maintenant, il est tout à fait possible de les parcourir. Je vais pouvoir de la même manière, par exemple, déplacer un fichier dedans, l'extraire, et les lancer. L'opération peut paraître un peu fastidieuse, c'est-à-dire qu'à chaque redémarrage de votre ordinateur, vous devrez aller sur le réseau, vous connecter avec l'identifiant et le mot de passe, et parcourir ainsi ensuite les données. Ce que je peux vous proposer, c'est de connecter un lecteur réseau. Alors pour cela, on va prendre un dossier qui va nous intéresser et qu'on souhaiterait voir raccrocher à notre session, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous démarrez votre ordinateur et que vous parcourez, que vous allez sur l'explorateur du fichier, comme on peut voir là Y et Z, ces deux lecteurs réseau, ce sont des lecteurs réseau, c'est-à-dire qu'ils sont raccrochés à un dossier sur le NAS. Par exemple, prenons ce dossier document. Je vais faire clic droit, connecter un lecteur réseau. Là, je vais lui donner donc une lettre. Donc ça peut être n'importe quelle lettre pourvu qu'elle ne soit pas prise, bien sûr. Donc là, je vais prendre le Q de QNAP. On va demander de se reconnecter à la connexion. Et je vais cliquer sur le bouton terminer. Hop. Maintenant, on le voit, il est ici. Au redémarrage, quand je vais redémarrer mon ordinateur, si le NAS bien sûr est lui aussi démarré toujours sur le réseau, ce petit Q sera disponible. Alors il est bien sûr possible de le renommer pour changer, par exemple NAS QNAP ou NAS document. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez pour pouvoir le retrouver plus facilement. C'est une solution que je préconise de mettre en place, c'est-à-dire connecter un lecteur réseau. Passons maintenant sur Mac. Le fonctionnement est un peu différent. En effet, il n'y a pas de lecteur réseau. Ce que je vous propose, c'est de lancer le Finder, donc le Finder que vous utilisez pour manipuler vos fichiers, lancer, installer des applications, et vous allez donc sur l'emplacement réseau. Là, vous allez voir deux éléments. Le premier, NAS CacheM, avec un petit écran, c'est le NAS vu à travers le protocole SMB. Le second, c'est toujours le même NAS, mais vu à travers le protocole AFP. Pour rappel, SMB, Windows, Mac et Linux, AFP uniquement pour les utilisateurs Mac. Donc là, je peux double-cliquer par exemple. Par défaut, il va nous mettre un échec de connexion. Je clique sur le bouton « Se connecter comme ». Là, hop, comme utilisateur référencé, donc c'est bien l'identifiant et le mot de passe de mon utilisateur sur le NAS, pas sur mon ordinateur. L'identifiant admin, dans mon cas, et le mot de passe. On patiente.
Donc, on va retrouver exactement les mêmes dossiers et on peut les parcourir de la même manière. Voilà. Si par hasard votre NAS n'apparaissait pas dans Réseau, vous pouvez par exemple, là je viens de déconnecter le NAS, vous allez dans le menu Aller, se connecter au serveur. Là, hop là, vous avez une petite boîte de dialogue qui s'ouvre. Vous tapez donc AFP si vous souhaitez utiliser le protocole MAC. Sinon, vous pouvez également utiliser SMB. Les deux sont tout à fait possibles. Hein. Connexion. Et donc là, il va forcer la connexion vers le NAS. Et là, la même chose. Login et mot de passe du NAS. Et vous pouvez bien sûr enregistrer le mot de passe pour ne pas avoir à le retaper à chaque connexion, c'est-à-dire même après un redémarrage. Là, vous sélectionnez le dossier que vous souhaitez avoir accès, et voilà. Voilà, la vidéo du TS251D est maintenant terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. À bientôt!